Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous, bon dimanche et bon 14 juillet, bonne fête nationale. Ah oui, nationale, oui. Un mot qui a pris un peu du plomb dans l'aile cette semaine nationale. Et pourtant, la fête nationale, la nation, c'est important. C'est ce qui nous réunit justement, la nation, sous les mêmes couleurs, celle du drapeau français, tous ensemble, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup d'apprentissage. D'apprentissage de quel métier d'après vous? La cuisine, mais pas seulement, vous allez le voir, parce que je reçois aujourd'hui un spécialiste de l'apprentissage. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Nicolas Bergerot. Bonjour Vincent. Nicolas Bergerot, cofondateur de l'Atelier des Chefs. C'est le patron de l'Atelier des Chefs, donc c'est le chef des chefs en quelque sorte. Ah non, le chef des chefs, c'est Jean-Sébastien Bonpoil, qui lui est un vrai chef. Oui. Moi, je suis l'un des fondateurs, effectivement, de l'Atelier des Chefs, il y a 20 ans. Oui. Pile. 20 ans, mais c'est pour ça, 20e anniversaire, c'est pour ça que vous êtes là. Bah ouais, merci de m'inviter. On va prendre des nouvelles, on va faire un petit point sur l'Atelier des Chefs. L'Atelier des Chefs, alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez un parcours, vous, qui ressemble en définitive à celui de l'Atelier des Chefs, puisque vous avez commencé comme cuisinier amateur, et puis vous en avez fait votre profession, d'enseigner, de transmettre la cuisine d'abord, mais vous allez voir, pas seulement. Et puis, l'Atelier des Chefs, c'est la même chose. Vous avez commencé par donner des cours aux amateurs, et aujourd'hui vous êtes devenu professionnel puisque vous formez jusqu'au CAP. Exactement, c'est une belle histoire perso et pro. En fait, c'est très lié puisque vous l'avez dit, j'ai créé l'Atelier des Chefs avec mon frère plus Jean-Sébastien, et donc le pro et le perso sont très mixés pour aider chacun à s'accomplir. C'est notre nouvelle mission de l'Atelier des Chefs. La première, il y a 20 ans, c'était remettre les Français au fourneau, leur faire redécouvrir ou découvrir pour certains le plaisir de cuisiner. Et maintenant, c'est aider chacun à s'accomplir sur les métiers de la cuisine, mais pas que, vous l'avez dit, plein d'autres métiers. On en parlera. Nicolas Bergerot, quand vous dites aider les Français à s'accomplir, remettre les Français au fourneau, il y a 20 ans, c'est vrai qu'il y a eu, il faut le rappeler, une sorte de trou d'air dans la génération de nos parents qui, disons, suivant un petit peu les philosophies de vie, suivant mai 68, les années 70 ont été compliquées. Les femmes, heureusement, retournaient au travail, étaient même incitées à le faire, et c'est très bien. Et du coup, il y a eu une petite perte de transmission dans la famille de ces valeurs de la cuisine. Une rupture totale de la transmission du savoir-faire culinaire. C'est vrai qu'historiquement, c'était les mamans qui transmettaient à leurs filles. Les filles, dans les années 70-80, vous l'avez dit, se sont mises à travailler, fort bien, mais la transmission du savoir-faire culinaire s'est arrêtée net. C'est pas un trou d'air, c'est un gros bloc. Et puis faire la cuisine dans la famille, c'était devenu un peu honteux. C'était devenu une corvée ménagère. Quand on a ouvert en 2004 l'Atelier des Chefs, les gens qui venaient chez nous disaient mais c'est une corvée ménagère. Vous avez corvée ménagère, repasser, faire le ménage, ça oui, mais pas faire la cuisine, un truc qui se partage, un truc qui se vit, un truc qui sent bon, un truc qui goûte. Mais je vous assure qu'à l'époque, alors faut fermer les yeux, parce que maintenant il y a de la cuisine partout à la télé, sur les réseaux sociaux. Mais en 2004, c'était une corvée ménagère. Et nous qui sommes des boomers, on s'est rendu compte à ce moment-là que ça faisait partie de la qualité de vie et qu'il y avait un petit trou d'air, qu'il fallait retrouver un petit peu ce goût et surtout le savoir-faire qui s'était perdu. Le savoir-faire et dire aux gens, attention, en fait c'était assez amusant. À l'époque, il y avait que les livres de cuisine des grands chefs, plein de pages, pas de photos, objectivement incompréhensibles, ou bien des plats tout faits, cuisinés. Et il y avait plus ce que j'appelle la classe moyenne de la cuisine, celle qui est capable de faire une bonne blanquette, un bon hachis parmentier, une bonne tarte aux pommes, d'en être fier, de la faire, de la partager, de l'offrir. Mais des recettes simples, on n'a pas besoin de partir dans des trucs trop compliqués. L'Atelier des Chefs, c'était la première école de cuisine de tous les jours. Des cours de cuisine, il y en avait plein, mais très haut de gamme. Nous, on était des cours de cuisine de tous les jours. Alors vous sortez d'école de commerce à ce moment-là, amateur de cuisine. Amateur de cuisine depuis toujours. Quand j'avais 7 ans, je faisais la cuisine. Quand j'avais 15, j'avais dit à mon père que je voulais faire une école hôtelière. J'ai été faire une école de commerce plus généraliste. J'ai travaillé chez L'Oréal et chez Nestlé. Mais chez Nestlé, j'étais quand même dans le monde de la restauration. Et puis un jour, cette idée d'Atelier des Chefs m'est tombée dessus comme une sorte de vocation. Oui, une aventure assez étonnante au Québec, je crois. J'étais à Toronto. En Ontario. Alors, en Ontario, donc au Canada. Et là, vous vous rendez compte que
pour faire vendre du livre, eh bien, un chef a l'idée de faire goûter les recettes qui sont dans le bouquin. Un libraire qui avait ouvert une boutique qui s'appelait The Cookbook Store, donc ils vendaient que des livres de cuisine. Moi, je vais là-bas pour m'acheter un livre de cuisine canadienne pour rentrer dans la culture. déjà, acheter un bouquin de cuisine canadienne, ça montre une certaine abnégation. Bon, en même temps, il n'y avait pas un énorme choix sur la partie cuisine canadienne, mais The Cookbook Store, c'était une sorte de magasin de jouets pour un gamin de 5 ans pour moi. Donc je rentre là-dedans, il y avait, je sais pas combien, 1000 bouquins. Moi. Et puis ça sentait bon. Donc je dis, ouais, ça sent bon. Et il me dit, vous voulez goûter? J'ai préparé un petit plat. Alors il me fait goûter. Et puis je lui dis, je peux avoir la recette? Il dit, ah non, pour avoir la recette, il faut acheter le bouquin. Et là, je me suis dit, le mec est un génie, mais c'était vraiment... Génie du marketing. On était en 2001, c'était les premières boutiques interactives dans lesquelles il y avait des ateliers pour vivre des expériences. Et là, vous vous dites... Banco, il faut que j'emporte ça en France. Vous en parlez tout de suite à votre frère? J'en parle tout de suite à mon frère. Je lui dis, on va monter une boutique, pas que de bouquins, mais de bouquins, d'ustensiles et de produits d'épicerie, où on pourra tout essayer avant d'acheter. Il me dit, ok, ouais, si tu veux. Donc on travaille là-dessus pendant 2-3 mois. Et en fait, à ce moment-là, pile poil, c'est le moment où s'est lancé un autre concept qui s'appelle Du bruit dans la cuisine, qui était exactement sur ce concept-là. Et donc nous, pour pas être exactement dans le même concept, on se dit, il y a un truc qui manque, c'est apprendre aux gens à faire la cuisine. On va inventer ce qu'on a appelé à l'époque la nouvelle génération de cours de cuisine. Alors ça, c'est la marque de fabrique de l'atelier des chefs qui est restée un peu votre ADN, c'est-à-dire à la fois enseigner, montrer comment on fait, parce que c'est important en cuisine de montrer. Les livres où il y a que du texte, c'est pas possible. Alors déjà les photos, c'est compliqué. Le pas à pas, c'est déjà mieux, mais rien ne remplace le tuto. C'est-à-dire au fond le pas à pas de filmer ou en présentiel, ce qui est encore mieux. Et là, vous étoffez votre atelier de produits, de vaisselle, d'épicerie fine. On fait vivre l'expérience. En fait, les gens, on a 2 best-sellers, c'est le cours de cuisine à l'heure du déjeuner. Une demi-heure, on se prépare un plat. Puis comme on s'est rendu compte qu'on était vraiment capable de faire un truc incroyable, on a envie d'acheter le couteau qui coupe bien, l'épice de perlimpinpin qui va rendre cette cuisine plus simple et plus accessible. Et puis on fait aussi beaucoup de team building pour les boîtes qui rassemblent leurs clients, leurs collaborateurs. Même chose dans les années 90, on allait faire du karting, du paintball, sauter à l'élastique. Des années 2000, on découvre le plaisir de cuisiner ensemble, de déguster ensemble, de vivre ce moment ensemble de créativité, de partage, de rigueur, de travail individuel et de groupe. Enfin, c'est vachement cohérent, c'est la vie en fait, la cuisine. Et vous dites ensemble, et patatras, le Covid arrive à la fin des années 2019, enfin voilà, grosso modo. 2020. Et là, boum. Ah bah là, boum, ça s'arrête. Ouais, là, tout d'un coup, plus personne ne peut venir. Tout d'un coup, l'atelier des chefs, c'est les cours de cuisine, mais en fait, c'est de la restauration. Donc, nos ateliers ferment. D'abord pendant 3 mois, de mars à juin 2020. Ils rouvrent 3 mois, juillet, août, septembre. Et puis ils referment de nouveau pour 8 mois. Donc, pendant 1 an et demi, on a été fermé 14 mois, quoi. Et là, vous vous dites, un peu comme moi à l'époque, qui faisait de la télé chez moi, sur mon téléphone portable. Les réseaux vont jouer et surtout le digital, c'est-à-dire qu'on va délocaliser nos cours. En fait, quelques années avant, 2017 ou 2018, on avait lancé une préparation au CAP de cuisine en ligne qui avait très bien démarré, qui a été porté après par la fameuse loi Pénicaud de choisir son avenir professionnel, à la fois pour la formation en reconversion et l'apprentissage. Et puis comme la cuisine avait bien marché, on avait lancé la pâtisserie, puis la boulangerie. Et puis après, on s'est diversifié vers tout ce qu'on a appelé les métiers de la main et de l'humain, les métiers de l'artisanat et du service à la personne. Mais ça veut dire, Nicolas Bergerot, que vous aviez déjà l'idée de vous professionnaliser. Vous ne pouviez pas continuer uniquement à enseigner aux amateurs gourmands ? On pouvait continuer, mais je vais être honnête, en fait, le marché du cours de cuisine pour les amateurs, ça reste un assez petit marché. On était ultra leader d'un tout petit marché. Et il y a un moment où, quand on est tout seul, il y a plein de gens qui sont venus nous challenger, nous concurrencer. Ça a fait vivre le marché. Puis après, ils ont un peu tous disparu. On était les seuls à animer ce marché. Et puis, il y avait une très grosse concurrence aussi des réseaux sociaux, parce qu'à force, quand on voit plein de recettes sur Insta ou sur Facebook, on prend peut-être un peu moins le temps de venir prendre des cours. Donc, on a préféré rester raisonnable sur les cours de cuisine. Et en revanche, sur la formation pro, il y avait un énorme besoin, parce que tous ces métiers dont on parle, c'est des métiers en tension. On n'arrête pas d'entendre que dans la restauration, il manque 200 000 personnes. Formons-les, ces 200 000 personnes. Redonnons-leur le goût de travailler et de cuisiner professionnellement dans les restaurants qui ont besoin d'eux.
Atelier des chefs à 20 ans, vous vous êtes formé au marketing avant d'être cuisinier, devenu presque cuisinier professionnel à travers J'ai passé mon CAP en 2018. Ah bah oui, monsieur. oui, attention. Très important. Attention. Et j'ai acquis mes lettres de noblesse dans la profession, j'ai eu le sentiment, à partir du moment où j'ai eu mon CAP en 2018. Pour autant, vous savez que les concepts en restauration, mais c'est la même chose pour vous, évoluent, changent très vite, on fait du picking, les gens qui vous suivent ne vous suivent plus, il faut toujours apporter de la nouveauté. Donc c'était presque nécessaire pour vous de passer dans un environnement plus professionnel. Alors, je vais être honnête. Oui, le professionnel, c'est un complément. Là où je suis bluffé, c'est que depuis 20 ans, on fait les mêmes cours de cuisine. Alors avec le même niveau de qualité, d'environnement, d'accueil, de machin. Mais on a 9 ateliers, on a 100 000 personnes qui viennent chez nous tous les ans. Je vous assure qu'on fait le même métier qu'il y a 20 ans. Ça, on n'a rien changé. Des cours d'une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Des cours pour les entreprises, des cours pour les particuliers. Mais avec une telle authenticité de la part de nos chefs qui sont tellement heureux de voir des gens qui viennent apprendre à faire des spaghettis bolo ou des filets de dorade avec nous, que vraiment, ça n'a pas beaucoup bougé. Et c'est un truc qui me fascine, parce qu'en effet, vous avez raison, les concepts se doivent de bouger et d'évoluer. Nous, celui-là, il n'a pas changé, on l'a laissé comme tel. Mais on en a rajouté un autre sur la formation pro, en digital en plus. Et là, je vois vos gros yeux. Ouais, non, au contraire, je trouve ça formidable. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques poignées de secondes après la publicité pour détailler un petit peu comment ça se passe à l'atelier des chefs avec son patron Nicolas Bergerot qui est avec nous ce matin. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Un 14 juillet, un bon 14 juillet à tous et on est de retour sur le thème de l'apprentissage mais surtout de la transmission. Quoi d'autre que la transmission de la belle cuisine dans Ferniaud fait le marché, vous en doutez, ça m'obsède. Et je suis avec Nicolas Bergerot ce matin, le cofondateur et le patron de l'Atelier des chefs que vous connaissez si vous vous intéressez à la cuisine et la cuisine maison, mais pas seulement, pour détailler un petit peu comment ça se passe à l'Atelier des chefs. Alors, Nicolas, moi je me pose la question parce que j'ai jamais suivi de cours. Ces cours dont vous dites qu'ils n'ont pas beaucoup évolué depuis 20 ans, hein, parce qu'il y a une recherche d'authenticité, je dirais même pas une recherche, vous professez la même chose depuis 20 ans qui est un peu ce que les mamans n'ont pas transmis. Alors je dis les mamans parce qu'à l'époque c'était le cas, hein. Aujourd'hui les papas aussi, et je suis le premier à pouvoir en parler, ce que les papas n'ont pas toujours le temps ou la connaissance de transmettre. On transmet évidemment le goût de ça, le goût de faire la cuisine. Et puis ce qu'on essaye d'expliquer, et ça c'est Jean-Seb qui a mis ça en place, c'est pas d'expliquer... Jean-Seb c'est votre chef. Jean-Seb c'est notre associé depuis le début avec François pour la création de l'Atelier des chefs. Pas simplement d'expliquer le quoi et le comment, mais le pourquoi. Ah. Une brunoise, une julienne, les différentes découpes de légumes, c'est pas uniquement pour faire le savant. C'est parce que chaque découpe a sa propre légitimité, sa propre utilité. Et des vertus. Et des vertus. Un poisson rond n'est pas comme un poisson plat. Un poisson à 2 filets n'est pas comme un poisson à 4 filets. Donc on ne lève pas les filets d'un poisson rond à 2 filets comme un poisson plat à 4 filets. Tant qu'on n'a pas compris ça, on peut bien regarder tous les tutos de sa vie, on peut bien... En fait, ça marche pas. Donc on essaye toujours d'expliquer le pourquoi, mais de manière très accessible. Et quand on fait un cours de cuisine d'une demi-heure, les filets, ils sont déjà levés. On n'a pas le temps de faire lever les filets, évidemment. Mais dans un cours de 2 heures, on va bien expliquer toutes les techniques. En fait, on s'ajuste à la fois aux gens, à la durée du cours, à la nature de la recette, pour donner à chacun ce qu'il est en droit d'attendre de notre part. Je sais qu'on a la même passion, Nicolas, vous et moi, pour la belle cuisine sincère, la cuisine de la maison. Elle peut être simple. La cuisine de tous les jours, pas le truc qui dure 3 plombes. Enfin, bien sûr. On peut y prendre son pied de temps en temps, mais on veut aussi faire une petite recette simple, mais qui va faire waouh et qui va faire plaisir à l'autre, quoi. Bah, vous savez, le temps que je passe sur Instagram à donner des moi, des je passe du temps filmées. à vous voir sur Instagram. Ouais, non, mais bon, on a cette même passion, effectivement, d'y passer le moins de temps possible pour le meilleur résultat possible. Exactement. Hein, exactement. Bon. Mais il y a quelque chose qui me manque et je voulais vous poser la question parce que là on parle de technique culinaire, de savoir-faire. Quelque chose manque énormément, qui est une obsession pour moi, même chez les chefs parfois, et même chez des chefs étoilés, c'est la grande connaissance des produits, des matières premières. Est-ce que vous y consacrez un peu du temps de vos ateliers? Alors je vais être honnête, oui, on y consacre du temps. En même temps, on sait bien qu'on a des profils très très différents qui viennent dans nos cours. Et que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter le top du top. Alors, le top du top, ça peut être un céleri boule, ça peut être alors, il y a un truc qui est indispensable, c'est le produit de saison et local. D'accord. Alors local, bien sûr, de temps en temps, on a le droit à un ananas. Bon. Heureusement. Mais un produit de saison, ça, on insiste. Je pense pouvoir dire qu'il n'y a jamais une tomate dans nos ateliers avant le mois de mai.
Ouais, d'accord. En revanche, après, la tomate bio, la tomate pas bio, la tomate noire de Crimée, la tomate de base, la technique culinaire va être la même et on va dire aux gens, voilà, nous, voilà ce qu'on vous suggère. Mais après, chacun fait ce qu'il peut. Et moi, je préfère quelqu'un qui va s'acheter des produits de base dans un supermarché de base, mais qui va les cuisiner soi-même, plutôt que quelqu'un qui va acheter un plat cuisiné bourré de saloperies. Donc, voilà, on parle des ingrédients, on dit ce qu'on pense, mais on laisse les autres faire leur choix à la fin. À partir de là, combien faut-il de temps ou quelle est la durée de l'atelier? Alors vous allez me dire, ça peut aller de 2 heures jusqu'à 2 mois. Mais pour quelqu'un qui arrive, qui a un goût pour cela et aucune base, vous lui conseillez quoi? Alors même quelqu'un qui n'a pas de goût, je vais essayer de le faire venir à un cours d'1 demi-heure à l'heure du déjeuner. Et là, je vais le ferrer. Non pas pour en faire un client, je m'en fiche ça, mais surtout pour lui injecter le venin du goût pour la cuisine. Et tout d'un coup, il va dire « Waouh, j'étais capable de faire ça ». Alors, ce qui est indispensable, c'est qu'après, il refasse la recette chez lui, ou elle refasse la recette chez elle, parce que là, elle va se dire « ça a été utile », j'y retourne. J'y retourne pour un cours d'1 heure, j'y retourne pour un cours de 2 heures, et puis peut-être qu'un jour, ils viendront passer le CAP avec nous et qu'ils auront vraiment chopé le virus et ils seront découverts une passion pour le bien manger, le bien faire la cuisine. Combien d'ateliers en France? 9 ateliers en France, à Paris, en province, à Lyon, à Toulouse, à Lille, à Arras. Je vous disais, 100 000 personnes qui viennent cuisiner chez nous tous les ans. Enfin, moi, c'est ma plus grande joie, quoi. Quand on arrive dans un atelier, on est combien? C'est comme une classe de primaire? Ça dépend de la taille des ateliers. La bonne réponse de Normand ou de Gascon. Le plus petit atelier, on est 12. Le plus grand, on est 20. D'accord. Mais on a fait un jour un cours de cuisine au pavillon Baltard. 947 personnes qui ont cuisiné ensemble. Ah oui. C'était pour une boîte qui avait fédéré toutes ces équipes. Bien sûr. Ils ont tous cuisiné ensemble. Ils ont fait un buffet magnifique. Il y avait 73 tables, 73 chefs. Ils devaient faire chacun 200 pièces salées, 50 pièces sucrées. C'était le cocktail du déj. C'était formidable. Parce qu'on s'adresse évidemment aux amateurs, que vous êtes tous, qui nous écoutez. Si vous écoutez cette émission, c'est que vous aimez ça. Mais on s'adresse aussi aux entreprises parce que la cuisine, c'est un thème de team building absolument incroyable. C'est un thème de team building où on retrouve plein de valeurs de la boîte. On travaille tout seul, mais aussi en groupe. On fait de la créativité, mais on fait de la rigueur. À la fin, il faut qu'il y ait un résultat qui soit satisfaisant pour tout le monde. Donc, en fait, il y a plein de valeurs. Alors, on rentre pas dans des considérations philosophiques dans les team building. On veut avant tout que les équipes se sentent bien entre elles. Mais ce qui est très spectaculaire, c'est de voir que dans une équipe avec une hiérarchie donnée qu'on repère assez facilement, en fait, celui qui va le mieux cuisiner, c'est pas forcément celui qui est le plus haut dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc, il y a une espèce on rebat les cartes. On rebat les cartes et à la fin, tout le monde sort son plat. C'est formidable. Alors, avec 20 ans de recul, puisqu'on fête le 20e anniversaire de l'atelier des chefs, vous avez une vue extraordinaire sur vos clients, enfin vos apprenants, et sur leur goût, les vôtres aussi. Est-ce qu'il y a des best-sellers? Est-ce qu'il y a des recettes qui marquent un peu l'histoire de l'atelier des chefs, des trucs qui cartonnent à chaque fois où le résultat est magnifique? Alors ça a évidemment vachement évolué depuis 20 ans. Ouais. On a même fait de la cuisine moléculaire à un moment. Donc je me doute, Hervétis vous a piqué. Bon, il y a le macaron qui a traversé les âges. Ça fait 20 ans qu'on fait des macarons, 20 ans que ça marche. On a fait beaucoup de sushis au début, on en fait un peu moins maintenant. On a une recette emblématique qui est le dos de cabillaud laqué au miel de soja et sa polenta crémeuse aux champignons parce que c'est la première recette du premier cours de l'atelier. Et après, accessibilité, enfin des recettes simples mais spectaculaires. Il faut qu'il y ait l'effet waouh, avec ces petites techniques, j'en reviens toujours là, parce que la transmission de savoir-faire, c'est la transmission technique, c'est ces petites techniques qu'on va pouvoir utiliser dans la recette qu'on fait à l'atelier, mais qu'on va pouvoir refaire chez soi, et en ayant compris et montrer, et en ayant compris à quoi elles servent. Pas simplement apprendre à couper très vite un légume, on s'en fout. L'idée, c'est vraiment de comprendre à quoi ça sert. Alors, peut-être un dernier mot sur l'atelier, parce que les gens qui sortent de chez vous, bon, j'imagine qu'ils sont souvent reconnaissants. Est-ce que vous avez une communauté qui reste active, une sorte de chat entre les anciens élèves, des alumni? Non, c'est marrant. Alors, on n'a pas une communauté des anciens élèves clients. En revanche, pour l'atelier des chefs formation pro, on a effectivement créé Atelier des chefs alumni, tous les anciens qui ont passé un CAP avec nous, donc un CAP de cuisine, mais aussi de menuiserie, de plomberie ou de coiffure. On a créé Atelier des chefs alumni pour les fédérer, parce que ce sont des métiers dans lesquels, ou des diplômes pour lesquels il n'y a pas tellement cette culture des alumni. Donc nous, on les rassemble, ça leur permet d'échanger entre eux,
de partager leur reconversion professionnelle, parce qu'il y en a plein qui avaient des métiers dans lesquels ils s'embêtaient. Tout d'un coup, ils ont un métier passion, ils ont un métier de faire, un métier de réalisation. Donc, ils échangent vachement entre eux. Et là, on voit beaucoup d'humanité dans ces échanges, d'envie de partager ses expériences, d'envie de partager ce qu'on a réalisé avant, quand on a passé le CAP avec l'atelier des chefs, et ce qu'on est devenu après. Et là, c'est extraordinaire, les échanges qu'on a. Alors, vous avez évoqué des métiers qui n'ont plus rien à voir avec la cuisine. C'est le dernier développement de l'atelier des chefs, en fait, de cette tournée vers des métiers de l'artisanat, mais qui n'ont à la base rien à voir, sauf la méthode d'enseignement, peut-être. Alors, pendant le Covid, vous l'avez dit, tout d'un coup, il a fallu qu'on réagisse. Donc, on s'est dit, on sait faire des formations digitales à des métiers d'artisanat, comme la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie. Est-on capable de faire des formations à d'autres métiers? Oui. Techniquement, Jean-Sébastien, encore une fois, il a cette capacité à faire des ingénieries pédagogiques incroyables, à décortiquer la transmission des savoirs. Donc, on a lancé nos premiers CAP, coiffure, esthétique, petite enfance, assistant de vie, et puis maintenant plomberie, électricité, menuiserie, gna gna gna. Et donc, tous ces métiers-là, aujourd'hui, là, on a les résultats des CAP qui tombent en ce moment, 95-96% de réussite au CAP, des histoires de reconversion fantastiques, de l'apprentissage pour les jeunes qui vont être apprentis chez le patron, mais en même temps dans notre propre CFA de l'atelier des chefs. Voilà, honnêtement, c'est magnifique. Et ce ne sont que des métiers en tension où il y a besoin de recruter. C'est des métiers qui n'ont pas été beaucoup valorisés, donc on en profite pour les valoriser en disant les parents, laissez vos enfants faire des métiers dans lesquels ils vont s'éclater, plutôt que de s'ennuyer à 100 sous de l'heure devant un ordi qui, en plus, va être probablement challengé par ChatGPT un jour. Pour l'instant, moi, mon grand credo, c'est de dire l'intelligence de la main n'est pas artificielle, et j'essaye de le partager avec tous ceux qui ont envie de faire un métier de la main. Dans les années, dans les mois à venir, quels sont les métiers que vous ne touchez pas encore, que vous allez faire rentrer dans votre escarcelle? Il n'y a pas de métier de la main sur lequel on s'interdit d'aller. Alors après, il y a des métiers d'art, par exemple, où il n'y a pas d'énormes besoins en volume, mais des besoins très importants pour continuer à transmettre tous ces savoir-faire très français. Donc, on regarde tous les métiers d'artisanat, de service à la personne, dans lesquels on peut avoir une valeur ajoutée pour former, pour certifier, pour insérer et pour en profiter pour valoriser les métiers, valoriser les gens qui les choisissent. Merci beaucoup Nicolas Bergerot d'être venu en ce matin de 14 juillet nous voir, le cofondateur de l'atelier des chefs. Il y a encore beaucoup à dire. Je vais vous laisser aller voir le défilé. Bonne fête nationale à tous. Bah oui, et là, c'est pas l'atelier des chefs, c'est l'atelier des sergents-chefs. Le défilé du 14 juillet. Ça, là, j'aime bien. Bravo Vincent, merci pour votre invitation. À bientôt. Et on ne se quitte pas, on se retrouve dans quelques minutes avec un sujet éminemment vacances, l'huile d'olive. Ah oui, celle que vous allez pouvoir acheter lorsque vous vous déplacerez. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, comme je vous le disais, on va s'intéresser à un produit de vacances. C'est normal, cette émission est la dernière de la saison. Après, moi je vais me carapater un petit peu pour trouver de belles choses à vous raconter à la rentrée. Et je me suis dit, quel est vraiment le produit emblématique des grandes vacances? Celui sur lequel on se pose plein de questions. Pour moi, c'est l'huile d'olive. Alors j'ai trouvé les spécialistes. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Olivier Nalès. Bonjour. Olivier Nalès, vous êtes presque un habitué de l'émission, hein, c'est pas votre première ici. Vous êtes le président des comités de l'agriculture biologique de l'INAO. Alors l'INAO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Institut national des appellations d'origine. C'est eux qui distribuent les AOC, les IGP. On peut dire? C'est ça? Oui, je schématise. Pas, on les instruit. Oui, oui, parce que c'est vrai que vous les distribuez très parcimonieusement, mais ce qui est bien, hein, d'ailleurs. Ce qui est plutôt qui donne de la valeur aux choses. Mais vous avez été le président de ce qu'on appelait à l'époque la FIDOL, la filière de l'huile d'olive en France, et on a avec nous Laurent Bélorger, qui est le nouveau président de ce qui s'appelle désormais France Olive. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Alors, vous connaissez bien tous les deux, vous avez travaillé ensemble, vous continuez à le faire d'ailleurs, et je voulais avoir un peu les deux piliers de l'huile d'olive en France pour parler de ce produit que les Français adorent, et pas seulement, hein, tous les Méditerranéens, et même ceux qui ne sont pas méditerranéens, parce que ça doit bien se vendre en Scandinavie, j'imagine. En tout cas, c'est un produit, Olivier, qui est extrêmement emblématique de notre cuisine méditerranéenne. C'est presque la base. C'est surtout déjà que c'est le premier, que c'est le seul et unique porc gras végétal, c'est-à-dire une huile qui est aromatisant.
Quand vous achetez une arachide, une colza, une tournesol, c'est des huiles, c'est des corps gras, mais elles n'ont pas de goût. Et ce qui fait la force extraordinaire de l'huile d'olive, c'est qu'elle a du goût et que ce goût, elle le donne au plat et à la cuisine que vous faites. Alors, à entendre votre accent, vous avez dû en consommer pas mal. On sent le provençal en vous, Olivier Nallès. Ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est que vous dites elle donne du goût. Autrement dit, souvent on lit dans des recettes de cuisine, mettez une huile neutre. Bah, ça veut dire simplement toute autre huile que l'huile d'olive. Tout à fait. C'est triste d'abord. C'est de ne pas vouloir... Parce qu'en plus, la diversité de goût qu'on a dans nos huiles méditerranéennes, françaises, mais aussi du tour de la Méditerranée, ça vous permet d'animer des plats de façon très différente, suivant les jours, suivant les envies, suivant plein de choses. Bien sûr. Et j'ajoute que en dehors de votre charge de président du bio à l'INAO, vous êtes aussi un conseil qui tournait énormément dans les domaines viticoles et dans les domaines oléicoles pour aider, ça a son importance, parce qu'on parlera un petit peu de vin, pour aider les producteurs dans leur démarche. Alors, Laurent, vous, Laurent Bélorgey, comment est-ce que vous en êtes arrivé à tomber dans l'huile au point de devenir le président de France Olive ? C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille puisque en fait c'est mon grand-père qui a replanté des oliviers après le gel de 56. Oui. Où ça ? Mon père en a planté à côté des Baux-de-Provence. Oui, d'accord. Et puis après mon père en a planté et puis j'en ai planté. Et comme on dit qu'on plante toujours des oliviers pour ses enfants, et voilà, j'ai planté ceux pour mes enfants parce que l'olivier ça vit longtemps mais ça met longtemps aussi à arriver en production. Oui. Combien il faut compter, une dizaine d'années pour vraiment avoir une bonne production ? Voilà, c'est une dizaine d'années pour arriver à avoir une production vraiment significative, ouais. Quelle que soit la variété, ou il y en a qui sont plus productifs plus tôt ? Alors, il y en a qui sont un peu plus rapides que d'autres, mais c'est vrai que globalement, ça commence à produire vers 5-6 ans, mais il faut attendre une dizaine d'années pour qu'on ait une production significative, quoi. Olivier Nallès, alors peut-être un tout petit état des lieux, parce que quand je vois les Français s'énerver sur les importations européennes, il faut dire que on n'en produit pas assez de toute façon de l'huile d'olive pour la France. Aujourd'hui, l'Espagne produit 50% de l'huile d'olive du monde. Voilà, au moins ça c'est clair. Voilà, donc à partir de là, et la France produit aujourd'hui 0,2% de l'huile d'olive du monde. Voilà, c'est clair. Quand vous avez donné ces deux chiffres, je crois qu'on a tout compris. Et en plus, bien sûr qu'on souhaite, et avec Laurent, que la production française prenne plus de place, mais on sait que pour des raisons de productivité, pour des raisons de climat, alors peut-être qu'ils vont changer. Ça, c'est un vrai débat aussi. Est-ce qu'avec le changement climatique, ça on améliorera la productivité ? Est-ce que ça monte d'ailleurs ? Puisque vous dites changement climatique, est-ce que la ligne de démarcation de l'olivier remonte en France ? On a recensé cette année plus de 150 hectares d'oliviers plantés dans ce qu'on a appelé les nouveaux territoires oléicoles, c'est-à-dire hors de la zone méditerranéenne. Donc, et ça fait plusieurs années. Donc il va se planter et il continue. Alors beaucoup bien sûr sur le Bordelais et la côte charentaise, la côte atlantique qui se prête pas mal à ça. Et dans la vallée du Rhône aussi, ça remonte un peu ? Ah oui, la vallée du Rhône, déjà, on allait jusqu'à Valence, puisque Lyon, c'est la hauteur de Valence. Donc est-ce qu'on ira jusqu'à Vienne ? Il y a des chances. De toute façon, après, si vous voulez, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. On a un problème de prix de revient. Quand aujourd'hui, en Espagne, un litre d'huile va revenir autour des 5 € à produire, en France, il va revenir autour des 15 à 16 €. À cause des charges, et de la main-d'œuvre ? Du prix de la main-d'œuvre ? Entre autres, c'est un des éléments, mais déjà à la base, c'est la productivité. C'est-à-dire qu'un hectare d'olivier en Espagne, il peut aller produire jusqu'à 1500, voire 2000 litres à l'hectare. En France, on est entre 500 et 1000 litres suivant les types de culture. Donc à partir de là, déjà, vous avez des frais. C'est pas que les frais qui augmentent, c'est aussi le diviseur qui est plus faible. Bien sûr. Voilà, donc pour répondre à votre question,
Oui, l'huile d'olive, elle vient d'Espagne, elle vient d'Italie, elle vient de Tunisie, et ça n'est pas un défaut non plus, parce que on fait, nous, des huiles qui ont une identité à travers nos AOP, qui sont des huiles d'exception, qui ont vraiment, j'aime bien le terme identité, elles ont une personnalité qui est différente de ce que vous avez trouvé en Espagne ou en Italie. Laurent Bélorgey, parlons un peu des producteurs. Combien sont-ils en France, les oléiculteurs, dans l'huile d'olive? Alors, on dit entre 10 et 20 000 parce qu'il y a tous les oléiculteurs familiaux qui ont des petites parcelles. Ah oui, qui font pour eux, en quelque sorte, qui commercialisent pas vraiment. Oui. Voilà, exactement, qui font de l'autoconsommation, qui produisent pour eux. Et il faut savoir que la majorité apporte à des moulins. Hein. Ça, c'est resté très traditionnellement. L'apportant, enfin, très peu de domaines possèdent leur propre pressage. Voilà, ça, alors il y en a de plus en plus, mais malgré tout, il reste toutes ces coopératives qui vivent, et tous ces moulins aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les coopératives d'ailleurs, mais qui vivent de tous ces petits apporteurs et qui fait une grande partie de notre huile d'olive. Et pour compléter ce que disait Olivier tout à l'heure aussi, c'est que c'est pas qu'on est plus mauvais que les Espagnols aussi, hein, si on produit moins, c'est parce qu'on a fait le choix de garder nos variétés de nos terroirs et qui sont souvent moins productives, mais qui ont, comme disait Olivier, leur identité et qui ont chacun leur goût. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes goûts à Nice, à Nyon, à Aix-en-Provence, dans le Languedoc. Bien sûr. Voilà, on a fait ce choix des AOP et de l'identité de nos huiles, quoi, et au détriment de la productivité. Peut-être aussi, Laurent, les pratiques culturelles, hein, qui font qu'en Espagne on est très intensif alors qu'on reste beaucoup plus extensif en France. Ah, c'est ça, voilà, c'est des vergers souvent anciens et donc qui sont plantés plus larges et donc qui produisent moins, mais avec des arbres qui sont beaux et qui participent aussi au paysage du sud de la France, quoi. Alors, Olivier Nallès, puisque vous êtes responsable du bio, est-ce qu'il y a un essor à l'intérieur de ce petit chiffre de production français avec ses particularismes? Est-ce que le bio a trouvé ses lettres de noblesse dans l'huile d'olive? Oui, la réponse est très clairement oui, puisque on est aujourd'hui à plus du tiers de l'huile d'olive commercialisée, parce que comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on a ce qu'on appelle l'autoconsommation ou la reprise oléiculture. J'ai amené mes olives, je reprends mon huile. Ça, c'est pas dans l'huile mise en marché, plus du tiers de cette huile, pas loin de 40%, est bio. C'est-à-dire que vraiment, les producteurs... Ah oui, quand on voit que l'agriculture biologique pèse 10% de l'agriculture en France, quand vous arrivez à 35-36%, ça commence à... Ça montre l'exemple. Voilà, mais c'est un vrai choix. C'est vrai que, on le disait tous les deux, on est sur des produits en France qui sont des produits qui ont des coûts élevés, ça on le reconnaît, c'est comme on ne sait pas faire autrement, mais au moins on a fait le choix pour la plupart d'offrir à nos consommateurs des huiles cultivées en agriculture biologique. Voilà, et qui ont des qualités, outre les qualités organoleptiques, c'est-à-dire le goût et le parfum que l'on connaît en général aux huiles, l'assurance d'être évidemment pas du tout traité par des moyens phytosanitaires. C'est-à-dire, en fait, l'agriculture biologique, j'ai l'habitude d'expliquer que c'est une certification de process, c'est-à-dire que l'organisme certificateur vient certifier que je travaille dans des conditions les plus propres possibles, on va dire, les plus saines possibles. Ça n'a pas d'impact sur le goût. Hein, c'est-à-dire que voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien souvent dire le bio c'est meilleur ou voire c'est moins bon pour certains. Ça veut strictement rien dire. C'est meilleur pour la santé, on peut dire. Voilà. Et la santé de la planète. Voilà, c'est une méthodologie de travail qui respecte le plus possible, hein, parce que souvent on dit il n'y a pas de produits chimiques. Non, il n'y a pas de produits chimiques de synthèse. Par contre, quand j'utilise du cuivre, j'utilise du cuivre pour traiter mes oliviers. Si je ne peux pas l'utiliser, j'ai pas de récolte. Donc il y a quand même des traitements, mais avec des matières naturelles. Restez avec nous, Olivier Nallès et Laurent Bélorgey, nos deux grands spécialistes de l'huile d'olive, parce que j'en profite, puisque j'ai deux grands spécialistes, je vais leur poser toutes les questions dans le quart d'heure qui vient pour savoir comment choisir mon huile pendant les vacances. Et je suis pas le seul, à mon avis, à me poser des questions là-dessus.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, le dernier quart d'heure de Ferniaud fait le marché avant la fin de la saison et le début des vacances pour moi et tout le monde. Alors, enfin tout le monde, non, il y en a qui partent pas en vacances, et notamment les athlètes qui vont être là à Paris. Là, ils seront pas en vacances, ils seront pas à la fête non plus, mais ça va donner. Alors, mes amis, figurez-vous qu'on se pose la question de l'huile d'olive de nos vacances. Parce que je trouvais que c'était le produit le plus emblématique, peut-être avec le vin rosé, mais ça, c'est l'ami Alain Marty qui s'occupe du vin sur l'antenne de Sud Radio, donc on lui demandera son avis. Moi, je m'occupe de l'huile d'olive avec deux grands spécialistes, Olivier Nalès, qui est le responsable de toute la filière bio des appellations d'origine protégée à l'INAO, et puis à côté de lui, Laurent Bélorget, qui est le président de France Olive, anciennement Affidol. C'est la filière de l'huile d'olive en France. Voilà, pour faire simple. Alors, messieurs, je vais vous poser des questions que se posent certainement nos auditeurs qui vont partir en vacances, qui vont se retrouver sur des marchés, pas forcément dans le sud d'ailleurs. D'abord, évidemment, ça a trait à la façon de choisir l'huile d'olive. Alors, Olivier Ness, on a bien compris que la France ne produit pas assez, donc quand on entend dire « Ah là là, moi je ne veux prendre que de l'huile d'olive française », on peut pas. On est obligé, en quelque sorte, de faire largement appel. Enfin, on peut, si on est sur le terroir, mais le temps des vacances. Mais le reste du temps, on va être à un moment obligé presque d'avoir de l'huile espagnole ou même italienne, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, ou même venue du Maroc ou de Tunisie, parce que ça produit, il y a des belles choses, ou de Grèce, en tout cas du tour de la Méditerranée. On ne peut pas rester que franco-français. Néanmoins, comment est-ce qu'on choisit l'huile d'olive? Alors, quand on ne peut pas la goûter chez l'oléiculteur, Olivier, comment est-ce qu'on la choisit? Comment renseigne l'INAO sur ce qui a marqué sur les étiquettes? Disons déjà, alors l'huile d'olive est d'abord un des produits les plus encadrés au niveau de l'étiquetage, surveillé, on est un produit emblématique de Bruxelles. Donc déjà, le fait qu'il y ait la notion de vierge, d'huile d'olive vierge, vierge ou vierge extra, ça c'est la première information. Je n'allais pas dire c'est l'information fondamentale, mais c'est elle qui garantit derrière toute une série d'analyses et à la fois chimiques et organoleptiques. C'est l'acidité qu'on traque. C'est l'acidité qu'on traque? C'est plein de choses. On traque notamment, alors bon, il y a l'acidité d'indice de peroxyde, mais on va traquer aussi tous les mélanges que pourrait faire. Parce que comme l'huile d'olive est plus chère que les autres huiles, il y a des petits coquins qui auraient tendance à vouloir la rallonger. Ah oui, d'accord. Toutes les analyses, vous mettez 10% de colza ou tournesol ou 20% Personne ne sent rien, mais en revanche, c'est plus pur. Vous baissez le prix de revient de 10 ou 20%. Donc, il y a déjà la notion de vierge. D'accord. Ça, c'est l'info principale. Donc, vierge, ça veut dire 100% huile d'olive. C'est ça, au fond? Ça veut dire 100% huile d'olive et ça veut dire extrait par des procédés mécaniques. D'accord. C'est-à-dire de l'extraction centrifuge ou de la presse. C'est-à-dire qu'on est sur la notion de vierge, en fait, elle est l'opposé de la notion de raffiné. Quand vous achetez une colza et une tournesol, c'est une huile raffinée. C'est-à-dire que on a extrait l'huile d'olive des graines, et puis on a enlevé les mauvais goûts de ces graines, mais on a enlevé aussi les bons goûts. Que quand une huile est raffinée, c'est un corps gras. C'est un peu comme quand on pasteurise le lait avant de faire du fromage, quoi. Tout à fait. C'est un peu pour faire une analogie. Voilà. Et la vierge, c'est l'opposé, c'est-à-dire que j'ai extrait tout avec les goûts, avec les arômes, et que j'ai conservé ces arômes. D'accord. Laurent Bélorget, quand on dit première pression à froid, alors on sait par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, par exemple quand on fait de l'huile de noix, on est forcé de la chauffer, même très fort la noix, pour qu'elle extrait son huile. Première pression à froid, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire que les moulins vont travailler avec des olives froides.
Alors oui, c'est froid, et donc c'est première pression à froid ou c'est extraction à froid. Parce que justement pression c'est avec les presses, et quand c'est par centrifugation c'est de l'extraction. Donc ça on va retrouver cette information là, et de toute façon celle qui est destinée à notre consommation, elle est forcément extraite à froid. D'accord. Donc voilà, donc c'est une information importante. Ça c'est important, voilà. Mais c'est pas primordial parce que tout le monde le fait globalement. Hein, voilà. Pour autant, vous dites, vous faites la distinction entre pressage et extraction, c'est-à-dire que la presse, c'est la presse traditionnelle, là, avec ces espèces de paillassons qu'on appelle les scourtins. Hein, on met de la pâte d'olive et puis on presse. L'extraction par centrifugation a tendance à prendre des parts de marché. C'est un peu l'avenir de l'extraction. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui se fait le plus couramment. Ah ouais, d'accord. Voilà, oui, c'est ce qui se fait le plus couramment dans les moulins et qui donne, qui donne une qualité équivalente. Et d'accord. Aujourd'hui, c'est ce qui est le plus répandu. Ouais. Olivier, c'est un peu là, il y a une analogie avec le monde du vin, hein, sur la façon de presser, parce que traditionnellement, on a des presses verticales qui ressemblent un peu aux presses à l'huile d'olive, et puis on va de plus en plus vers des extractions pneumatiques. Oui, disons que, alors dans le vin, ça n'est pas, c'est vrai qu'on est dans les mêmes principes, c'est-à-dire que la qualité de l'extraction est fondamentale sur le produit, sur le jus, qu'il soit d'une réserve ou huile d'olive. Ce qu'il y a, c'est que l'extraction par centrifugation dans le monde de l'huile permet de protéger beaucoup plus les arômes que l'extraction par presse. Donc, contrairement à l'image que l'on pourrait avoir, le vieux procédé extraordinaire où je presse, vous êtes sur des huiles qui perdent une partie de leurs arômes, mais un peu comme quand on protège les jus de réserve avec du gaz carbonique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'oxygène n'est pas forcément notre ami. Oui, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que la bouteille, on la protège de la lumière et de l'oxygène. Hein, quand on la met dans son placard, dans un endroit sombre, parce que la lumière, c'est pas bon non plus pour l'huile d'olive. Alors, Olivier, posons-nous la question on se pose la question de l'étiquette quand on choisit sur un marché, etc. À partir du moment où il n'y a pas confusion, ce n'est pas une faute, parce que on veut pas faire de bêtises. Ce n'est pas une faute d'acheter de l'huile espagnole ou italienne. On n'est pas en faute, on peut avoir de très bonnes huiles ailleurs qu'en France. Totalement, et là, moi, j'aurais tendance à vous dire, tournez-vous vers les marques qui ont, je dirais, pignon sur rue, on va dire, qui sont des gens qui travaillent des assemblages, c'est-à-dire c'est pas forcément, d'ailleurs, l'origine qui est obligatoire sur la face avant de l'étiquette sur les huiles d'olive. C'est un des rares produits, vous aurez souvent Union européenne ou hors Union. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a Union européenne, ça veut dire que c'est la base, c'est l'Espagne, mais vous pouvez avoir de l'Italie, de la Grèce, voire du Portugal. Et hors Union, ça veut dire que vous avez de la Tunisie et du Maroc. D'accord. C'est globalement. Et ces marques-là, quelles qu'elles soient Puget, Carapelli, Terra Delissa, enfin... Ce qu'on trouve dans la grande distribution, des grandes marques. Voilà. Mais ces marques-là, c'est vrai que par expérience, sont des gens qui ont qu'une idée, c'est que la qualité de leur marque soit reconnue par leurs consommateurs, soit constante aussi dans le goût. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour... Et je pense que quand vous ne savez pas où aller, c'est un bon indicateur pour acheter son huile d'olive. D'accord. Et quand on a acheté de l'huile d'olive pendant ses vacances et qu'on la rapporte, Laurent Bélorgey, toujours cette pénombre, c'est-à-dire les Provençaux font des estagnons qui sont des petites bouteilles en métal. L'idée, c'est de cacher la lumière et de cacher de préserver de l'oxygène. C'est ça. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des huiles d'olive de qualité là sont vendues dans des emballages opaques, pour protéger de la lumière. Et après, il faut un endroit tempéré. Pas besoin de les mettre quand même au frais, mais en tout cas, pas les mettre à la chaleur et à la lumière. Allez, Olivier Nallès, vous n'avez pas une variété un peu méconnue que vous aimeriez particulièrement dans notre large gamme française? Disons que la bouteillade, c'est la variété provençale la plus extraordinaire qui est. Elle a un défaut, elle produit très peu. Donc les oléiculteurs n'aiment pas beaucoup parce qu'elle ne fait pas beaucoup d'olives. Mais elle vient en assemblage en général, dans des grandes huiles d'olive.
c'est une huile qui a une complexité aromatique extraordinaire. Alors Laurent, vous de votre côté, c'est quoi votre variété ou votre origine préférée? C'est vraiment difficile comme question pour pas se fâcher avec vous. Ah oui, non, mais c'est pas pour fâcher, mais c'est votre goût perso. En fait, on a le droit d'aimer. Oui, mais le goût perso, alors, pour être l'huile de la maison. En fait, oui, mais non, mais ça va dépendre des personnes avec qui je vais les partager et des plats. Et des plats avec qui avec lesquels je vais les marier. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile et c'est ça qui est fantastique avec les huiles françaises, c'est qu'on a des goûts très très différents, avec des arômes très différents, de Nice à Nyon, en passant par la vallée des Baux, par Aix, en tout cas, je note que, évidemment, vu vos attributions, tous les deux huiles françaises. Hein. Vous n'avez même pas cité les autres. Hein. Pourtant, il y a des belles huiles dans les Pouilles, par exemple, hein, ou même en Toscane, en Italie, ils savent faire de belles huiles. Hein. Bon, allez, il faut le reconnaître quand même. Bien sûr. Merci beaucoup, mes amis. Olivier Nallès, qui est donc, je vous le disais, le président du bio, de tout ce qui est bio à l'INAO, l'Institut national de l'appellation d'origine, et Laurent Bélorgey, le président de France Olive, voilà, la filière oléicole. Eh bien, mes amis, c'était la dernière émission de l'année, de la saison. Je vous souhaite un bel été dans une France apaisée et politiquement très stable. LOL, comme diraient mes filles. En tout cas, profitez en vous souhaitant à toutes et tous du soleil et au moins dans les assiettes, si c'est pas dans le ciel. On se retrouve le 1er septembre et d'ici là, je vous prépare une sélection de quelques émissions de cette saison à écouter le dimanche matin et toujours mes petites recettes filmées sur Instagram pour vous régaler simplement pendant l'été. Voilà, moi j'arrête pas. Maintenant, direction les infos de 11h. Juste après, c'est au tour d'Alexandre Devecchio en toute vérité. Très bon dimanche à l'écoute de nos programmes et à très vite sur les terrains de sport et dans les stades. Je vous laisse, moi je vais faire la cuisine, c'est mon sport préféré. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.